Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Sous le soleil de l'Algérie. L'émission qui prend soin de votre été, c'est Sous le soleil de l'Algérie. Et qui dit vacances, bien sûr, dit consommation excessive d'écran de la part des adultes, mais aussi des adolescents et de nos enfants. Comment doit-on réagir face à cette consommation excessive d'écran? Interdire ou plutôt essayer de comprendre et puis les accompagner? C'est le sujet du jour dans votre émission et c'est tout de suite. Les vacances sont là et avec elles, les écrans prennent toute la place. Dès le matin au réveil, on prend le téléphone, on check les notifications. L'après-midi, chez TikTok aussi, on scrolle beaucoup. Et la soirée, avec les jeux vidéo, nos ados aussi sont accros à leurs écrans. Mais où est le problème exactement? Est-ce que le problème se pose dans l'écran ou la façon dont on utilise ces écrans-là? Et on en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir M. Yestin Chekchek. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, donc ravi d'être sous le soleil de l'Algérie. Sous le soleil de l'Algérie, exactement. Alors vous êtes docteur en neurosciences cognitives. Orthophoniste cognitives, exactement. Voilà, exactement. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous, bien sûr, Anis. Anis Arlas, bonjour, bienvenue à toi. Merci beaucoup, toujours un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, tu nous accompagnes tout au long de l'émission. Chaque numéro, tu es là avec nous. Je rappelle, tu es docteur en psychologie clinique et cognitive. Tout à fait. Et puis, on aura aussi ton point de vue. Et voilà. Avec grand plaisir, toujours. Plaisir partagé. Et on commence tout de suite avec justement les écrans pendant les vacances. Alors, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de trop diaboliser les écrans? Est-ce qu'il existe réellement une addiction aux écrans quand on voit nos ados qui n'arrivent pas à se décrocher de leur téléphone ou de leurs jeux vidéo? Effectivement, il y a une petite exagération concernant la considération d'utilisation des écrans. Parce qu'en fait, scientifiquement parlant, l'OMS ne reconnaît pas vraiment un trouble de l'utilisation de l'écran en proprement dit, dans le sens où elle arrive à reconnaître que oui, il y a une addiction des jeux vidéo, mais il n'y a pas vraiment officiellement, scientifiquement parlant, des preuves d'une addiction à l'écran, mais beaucoup plus, c'est un comportement qui pose problématique, beaucoup plus. Oui, c'est le comportement. Donc le problème est dans le comportement plutôt que dans l'écran en lui-même, n'est-ce pas? Absolument, absolument. C'est pour ça qu'effectivement, l'OMS n'a pas encore reconnu, mais c'est vrai que cliniquement parlant, on parle quand même d'une absence, par exemple, d'une capacité de l'enfant à pouvoir rester longtemps sans l'utilisation, ce qu'on appelle la nomophobie, cette espèce d'addiction un peu et cette peur exagérée de se dire, si j'ai pas mon téléphone avec moi ou si j'ai pas l'écran, je commence à sentir une espèce de mal-être. C'est pas encore classifié, effectivement, comme l'a dit mon collègue, mais je pense que d'ici peu, on risque d'avoir cette classification. Parce que très clairement, on voit beaucoup de problématiques, mais c'est surtout les comportements en fait. Comme tu l'as dit, Mounia, c'est vraiment le comportement, c'est pas l'écran lui-même, mais c'est plutôt la relation qu'on a avec cet écran-là qui aujourd'hui peut devenir un peu problématique. D'accord. Et quand on parle d'écran, l'OMS, déjà, il y a plusieurs indications. Il ne faut pas dépasser un certain nombre d'heures d'écran. Déjà, il y a aussi les tranches d'âge, pas avant 3 ans. Ensuite, chaque tranche d'âge a son temps de consommation d'écran, on va dire. Justement, cette consommation d'écran, la problématique, est-ce qu'elle se pose dans le temps qui est accordé aux écrans ou dans plutôt l'utilisation qu'on en fait? On va dire oui et non. Oui, parce que le temps qu'on passe sur les écrans est un indicateur assez important, mais le plus important, le plus dangereux, non pas le temps uniquement, parce que c'est quantitatif, mais beaucoup plus, c'est le contexte dans lequel on utilise les écrans, comment on utilise les écrans, et encore plus important, le contenu qu'on est en train de consommer à travers ces écrans. Oui, c'est vrai, quoi. Le contenu est très important, effectivement. Le contexte aussi, effectivement, comme il l'a dit, dans le sens où si aujourd'hui je regarde l'écran, peu importe en fait que ce soit 1 heure ou 2 heures, mais si le contenu que je regarde n'est pas forcément bon pour moi, effectivement ça peut être défaillant, ça peut perturber un peu justement mon activité cérébrale. Et le deuxième élément, c'est comment aujourd'hui, quand un enfant par exemple regarde un écran, finalement quelle est l'information qu'il reçoit et comment à côté, les parents qui sont à côté par exemple, comment ils interagissent avec lui. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre un enfant qui est tout seul, qui regarde la télé, peu importe ce qu'il regarde, et quelqu'un qui regarde la télé mais avec un parent à côté qui lui fait une espèce de feedback, qui lui explique ce qu'il est en train de regarder, parce que l'enfant qui est soumis ou qui est un peu dépendant malheureusement de ce qu'il voit, sans avoir l'analyse derrière de est-ce que c'est bien ce que je regarde, est-ce que c'est pas bien, en fait c'est ça le vrai danger. Donc oui, la quantité, la qualité et l'environnement dans lequel on le voit. Je pense que c'est les 3 critères effectivement qui sont importants aujourd'hui. Donc on doit accompagner notre enfant quand il est en face d'un écran. Mais c'est à partir de quel âge? L'utilisation des écrans, donc les dernières données parlent de pas avant 3 ans,
peut-être un petit peu après, s'il y a une possibilité, mais on vit dans un environnement où l'écran est quasi Présent. présent, on ne peut pas s'en passer. Là, c'est pour ça qu'on avait parlé tout à l'heure de l'environnement, de la manière comment on va les utiliser. Par exemple, l'enfant ne consomme pas n'utilise pas l'écran d'une manière directe uniquement. Il y a plusieurs manières dont... Justement, à la maison, à la télé, au salon ou dans la cuisine, ça dépend. Donc, chacun a Parfois sa, même les sa parents, installation. quand je prends mon téléphone, il y a On mon reviendra le petit sur à l'exemple côté. plus tard, Là. mais je voulais parler justement de la télé qui reste allumée, un bruit de fond qui nous accompagne. Beaucoup de personnes Ah, adorent ça, avoir c'est un ce vrai bruit de fond à la maison. Ça nous accompagne, ça fait un petit peu... voilà. Donc, et puis les enfants sont autour, même s'ils ne regardent pas, ils écoutent. Ça, c'est un vrai problème parce que tu vois, par exemple, il y a des études qui ont été faites il n'y a pas très longtemps sur notamment le TDAH pour voir effectivement comment est-ce qu'il se développe. Et on a compris que cette habitude-là des parents, quand ils ont la télé allumée et qu'effectivement ils font abstraction du son, par exemple quand on mange, etc. En fait, le cerveau adulte est capable de faire ça. Il est capable effectivement de faire une espèce de sélection de ce que je vois et de ce que j'entends. L'enfant, il n'est pas capable. Ça veut dire qu'en fait, le petit son en arrière-plan que nous on entend, mais de façon un peu abstraite comme ça, chez l'enfant, ça consomme de l'énergie. Donc c'est-à-dire que ça consomme vraiment une espèce d'attention chez lui, donc ça le disperse un petit peu. Et ça, c'est un vrai problème. Donc là, c'est l'un des points qui effectivement joue un peu sur ce côté, l'utilisation pas forcément très intelligente de la télévision, par exemple en arrière-plan, parce que pour le coup, le cerveau de l'enfant, malheureusement, il continue d'absorber des informations. Et ça, c'est très compliqué pour lui. D'accord. Donc à la maison, on éteint la télé quand on a un enfant ou un bébé, c'est ça? Oui, Oui, de si on a la préférence. possibilité, d'ailleurs, il y a par exemple la règle des 4 pas, on va y revenir après. Un des principes des 4 pas, c'est que pas de télé dans la chambre des enfants, par exemple. Oui. Si on peut éviter, si la télé est présente au salon, c'est qu'on va l'utiliser réellement quand on en a vraiment besoin. Donc si elle est allumée, c'est que parce qu'on est là, on est présent. Si on n'est pas présent avec l'enfant, il vaut mieux l'éteindre et laisser l'enfant jouer avec ses jouets, par exemple. Oui. Pas toujours évident de laisser jouer avec ses jouets, surtout quand il revient toutes les 5 minutes pour dire « je m'ennuie ». C'est souvent ça, je m'ennuie. Justement, finalement, justement. l'ennui n'est pas si mal que ça. Oui. Parce que pour apprendre, on a besoin de s'ennuyer. L'ennui est mal jugé quelque part. Oui. Donc parce que l'ennui est très important dans la vie de l'être humain et c'est même un motivateur pour l'apprentissage. Donc l'enfant, oui, il a besoin de s'ennuyer pour pouvoir apprendre. C'est vrai que c'est ça, en fait, le vrai problème, c'est que même l'ennui, effectivement, aujourd'hui, il est trop catégorisé comme étant quelque chose de trop négatif. Parce qu'aujourd'hui, quand je m'ennuie, c'est forcément que ça ne va pas. Alors qu'en fait, il y a une notion quand même qu'on oublie, et pourtant, Dieu a créé l'homme de façon assez exceptionnelle, dans le sens où tout ce qui nous permet de survivre vient du plaisir. Si on enlève le plaisir, effectivement, on va chercher à l'avoir. Que tu prennes un enfant ou un adulte, quoi qu'on fasse dans notre quotidien, on va aller chercher ce plaisir-là. Par l'alimentation, par l'affection, par le fait de se nourrir, d'écouter de la musique, etc. Si un enfant aujourd'hui n'a pas son quota de plaisir dans la journée, par la stimulation cérébrale, par le fait d'avoir l'amour de ses parents, de ses proches, de sortir, etc., en fait, il va le chercher, cet enfant, quelque part. Et si aujourd'hui, la seule façon qu'il a d'apporter du plaisir, c'est la télévision, la tablette, en fait, c'est quasiment impossible de lui enlever. On est en train de lui enlever quelque chose qui est primordial à sa survie. Donc c'est là où il faut réussir à quantifier est-ce qu'aujourd'hui mon enfant, je lui donne suffisamment de plaisir dans son quotidien pour me dire que si jamais il a la télé, en fait il va pouvoir s'en passer parce qu'il a autre chose. Mais s'il n'y a rien qui peut lui faire du bien, mis à part la télé, je ne veux pas lui enlever. C'est quasiment impossible. Si on autorise justement la télé ou le smartphone, la télé, on peut peut-être un petit peu contrôler, c'est un grand écran ou suffisamment grand pour qu'on puisse tous regarder ce que fait cet enfant ou ce que regarde cet enfant. À la télé, on regarde ensemble et on peut toujours commenter. Mais quand un enfant utilise son smartphone pour certains ados, ou un smartphone, on le laisse avec ce téléphone, comment s'intéresser à ce qu'il fait sans forcément être le parent espion? Les enfants n'aiment pas que les parents soient espions, on est bien d'accord, qu'ils n'aiment pas que les parents s'immiscent dans leur petit jardin secret. Bien sûr, et surtout que l'enfant il a besoin de vivre un peu cette espèce de période de découverte. Et en fait, je pense qu'il y a une seule solution à ça, c'est que jamais un enfant, par exemple, on va lui donner un téléphone quand il a 14 ans du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est une installation quand même qui se fait progressivement. C'est-à-dire que quand je lui donne, par exemple, parce qu'il a 3 ans, 4 ans, 6 ans, ou peu importe l'âge, il faut le faire avec lui, en l'accompagnant, en lui disant, par exemple, aujourd'hui c'est la première utilisation, voilà ce que tu peux faire. Voilà, par exemple, les activités que tu peux faire sur Internet. Et si on l'accompagne comme ça progressivement, en fait, arrivera à l'adolescence, il aura déjà installé ces limites-là. Donc on n'aura plus besoin de rentrer dans son truc intime. Mais quand on le fait de façon radicale, Zama, jusqu'à tes 10 ans, c'est interdit. Et du jour au lendemain, je te donne le téléphone. En fait, avec l'influence des proches, des copains et tout, il va vouloir faire comme les autres. Donc, il va découvrir par lui-même. Et il va découvrir des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour lui. Donc, c'est l'accompagnement dès le départ
qui permet justement de ne pas trop s'incruster dans sa vie intime, D'accord. parce qu'il a quand même besoin d'avoir son jardin intime. Mais il faut que ce jardin intime soit entre guillemets cohérent avec ce dont il a vraiment besoin. Pas forcément parce qu'il va chercher, hein, à aller tricher un petit peu à droite à gauche, parce que ça fait partie du jeu. Mais si on l'accompagne bien, il aura moins cette tendance-là, cette envie-là. D'accord, très bien. Oui. Justement, le parent espion est un parent qui surveille. C'est un parent, entre parenthèses, qui sanctionne. Oui. Or que le parent curieux, c'est, entre parenthèses, c'est celui qui va chercher à comprendre ce que l'enfant cherche, à s'intéresser à ce que l'enfant fait. Oui. Et du coup, avoir de la bienveillance, de communiquer avec l'enfant, de chercher, de comprendre ce qu'il fait, à s'intéresser au contenu. Et Justement, comment s'intéresser à ce contenu? Comment on fait le premier pas? Qu'est-ce qu'on dit à cet enfant? Montre-moi ce que tu regardes ou à quoi tu t'intéresses, comment que ça se passe, qu'est-ce que tu regardes? en fait, le Les principe- parents sont souvent très maladroits aussi, ils ne savent pas comment faire le premier pas et ça peut tout de suite devenir donne-moi ce que, donne-moi bien ce que sûr. tu regardes, je veux voir tout de suite, alors, au lieu de ah c'est sympa ce que tu regardes, voilà, vous voyez ce que je veux dire? En fait, justement, donc là, on va revenir à un principe de base. Oui, Éduquer à l'ère numérique. Ça ne se fait pas comme avant. L'éducation a changé. oui, Et autant que parent, on se doit de s'adapter. sûr. Donc, être un parent bienveillant à l'ère numérique, c'est développer une bonne communication avec son enfant, être au courant de ce qu'il fait, ne pas mettre de barrières, ne pas sanctionner, entre parenthèses, mais essayer de comprendre, beaucoup plus essayer de s'intéresser au contenu, discuter, faire même des challenges, essayer de s'intéresser et savoir exactement ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et entre parenthèses, c'est à travers ce bon canal de communication qu'on va essayer de se rapprocher et être, je dirais, un parent ami, si j'ose dire, même si on va garder notre position de parent parce Oui. qu'elle est importante, mais quand même se rapprocher, ne pas créer de fossé entre nous et nos enfants. très bien. Oui, mais tu vois, pour répondre vraiment à ta question, par exemple, dans le premier pas, comment est-ce qu'on pourrait faire de façon très simple? Imaginons aujourd'hui, moi j'ai un enfant de 3 ans. J'ai envie de commencer, par exemple, l'intégration du digital. La première chose que je 3 ans? vais faire, On peut déjà, comment? À 3 ans? On peut, oui, parce que si tu veux, aujourd'hui, au lieu de lui donner un livre, on peut très bien lui donner une tablette dont le contenu est aussi éducatif. C'est-à-dire que ce n'est pas le format qui compte, c'est plutôt ce qu'on va en faire et comment on l'utilise. Donc je pars du principe que je suis un jeune parent, par exemple, j'ai un enfant de 3 ans, je veux commencer à introduire la tablette, par exemple, je vais me renseigner en tant que parent sur les 10 activités qui pourraient être intéressantes sur l'âge de mon enfant. Donc par exemple, est-ce que c'est le coloriage, est-ce que c'est associer des images, les objets, etc., etc. Une fois que j'ai trouvé ces éléments-là, je commence à le présenter à mon enfant. Je dis, bah, écoute, moi j'ai envie de te proposer quelque chose pour faire des jeux. Et donc je lui montre ça. Quand il a 4 ans, je me renseigne d'abord en tant que parent sur qu'est-ce qui est bon pour le cerveau de mon enfant à 4 ans, et je trouve les activités que je lui propose. Et en fait, on fait ça au fur et à mesure qu'il avance. Et à un moment donné, quand il aura 12, 14 ans, on va commencer à intégrer les réseaux sociaux. On va intégrer aussi ChatGPT, par exemple, l'intelligence artificielle, pour lui montrer qu'il y a quand même une utilisation éthique de l'IA. Et pour ça, il faut s'éduquer en tant que parent, il faut se former, parce que c'est les premiers, malheureusement, pédagogues, c'est les premiers formateurs. Et si eux ne sont pas prêts, bah, ils ne vont pas forcément le faire correctement avec les enfants. GPT ou intelligence artificielle, c'est à partir de quel âge? Mais en fait, il n'y a pas de limite dans le sens Pas de où, limite. déjà, effectivement, il faut que l'enfant soit capable de parler. Bien évidemment, il faut qu'il Oui. comprenne l'interaction. Il faut qu'il comprenne l'abstrait de l'intelligence artificielle, parce qu'il ne faut pas forcément qu'il fasse le côté, bah, c'est une personne, etc. Donc, il faut quand même une éducation au préalable. Il y a des enfants extrêmement matures. À 6 ans, ils font la différence. Tu as des enfants, à 10 ans, ils ne comprennent pas. Tu as des adolescents de 14 ans qui, des fois, sont un petit peu perturbés. Donc, chaque cerveau est un peu différent. D'accord. Donc, on respecte la vitesse du cerveau de notre enfant, on s'adapte à lui et on comprend en fonction de l'âge où il est, l'évolution dans laquelle il est, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir aujourd'hui. Et en fait, je me forme moi en tant que parent pour transmettre ça à mon enfant et en faire limite une activité plaisir entre nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas que ça soit l'enfant quand il a le téléphone, c'est dans ton coin, le parent dans son coin. Justement, il ne faut pas que ce téléphone-là devienne la nounou. Ouais, C'est absolument. souvent le cas, n'est-ce pas? Effectivement. Exactement. Donc, par rapport à ce point-là, j'aimerais bien revenir par rapport à mon expérience étant clinicien en consultation. On reçoit beaucoup d'enfants avec des, entre parenthèses, des difficultés d'apprentissage. Ce n'est pas vraiment un trouble, mais l'enfant représente quand même un tableau clinique qui est similaire à un trouble. Et ils ont du mal à se concentrer et se retrouvent assez souvent face aux écrans, entre parenthèses, précocement. Et on se retrouve avec le phénomène des téléphones nounous, dans le sens où l'enfant peut avoir aussi un retard de langage qui va être accentué par cette surexposition à l'écran. C'est que l'enfant reste dans son petit coin. Pour manger, les parents posent le téléphone. En voiture, les parents donnent le téléphone à l'enfant. Et peu importe l'âge, on ne parle pas uniquement des adolescents qui sont renfermés dans leur téléphone. Par exemple, l'utilisation de l'IA, il y a des adolescents qui se confient à cette IA. Ils l'utilisent comme étant un thérapeute parce que l'enfant représente un besoin de consulter un thérapeute, mais n'ose pas l'exprimer. Et du coup, il se réfugie
Bah oui. Et il y a eu pas mal de dégâts dans le monde par rapport à ça. sûr. Il y a même des cas de suicide et encore plus graves d'homicide par rapport à parce l'utilisation qu'il y a des ados. Mais même avant l'IA, il y a beaucoup. Enfin, les adolescents se confiaient plus à des personnes qui étaient derrière leur écran, qui étaient sur les réseaux sociaux et tout ça, que leurs parents, parce qu'ils avaient soit peur de leurs parents, soit peur de la réaction. Donc ils avaient un petit peu, ils étaient réticents à parler à leurs parents en face. Et c'était beaucoup plus simple de parler à un écran, écrire. C'est beaucoup Absolument. plus la personne. On ne voit pas le jugement de la personne en face de nous. On ne voit pas le visage de cette personne-là. C'est juste un écran sûr. et c'est juste des mots qui sont écrits. Mais non ça va même plus loin que ça, parce que même au niveau de ton cerveau, quand tu parles à quelqu'un effectivement dont tu ne connais pas l'apparence, etc., tu n'actives même pas les mêmes zones du cerveau. Ça veut dire qu'en fait, quand je parle à quelqu'un et je ne sais pas qui c'est, je suis dans cette espèce de je sais que je ne serai pas jugé, je sais que je peux absolument tout dire, j'ai aucune limite dans ma conscience et dans ma morale, donc forcément, en fait, je me permets des choses que je ne me permettrais pas en vrai. Et ça vient vraiment du jugement. C'est pour ça que l'IA, aujourd'hui, elle ne juge pas. Et c'est pour ça que ça fait d'elle un excellent thérapeute, malheureusement, dans le sens où quand je vais pas bien, surtout pour un enfant, et que j'ai effectivement des questions un peu difficiles, un peu gênantes, bah, l'IA va me répondre tout de suite, alors que le parent, bah, avec le côté culturel, le côté tabou et tout, je sais même pas comment je vais lui parler à mon parent. Tu vois, une patiente que j'ai eue hier qui me dit, moi j'ai envie de dire à ma mère que j'aimerais être un peu plus proche d'elle, ressentir un peu plus de soutien à sa part, mais j'ose pas le dire. Alors qu'avec l'IA, bien sûr, on le dira. Donc oui, quand on enlève ces barrières-là de jugement, ouais, l'enfant malheureusement se retrouve avec ce côté, bah, soit je parle à l'IA, soit je parle à personne. Et quand je le garde en moi, bah, malheureusement, à un moment donné, ça va finir en pathologie. Exactement. Donc c'est triste, mais c'est la réalité dans laquelle on est. C'est pour ça qu'il faut quand même que le parent prenne sa responsabilité d'éducateur en disant qu'aujourd'hui, chaque chose que tu vas utiliser, avant de l'utiliser, je vais d'abord t'apprendre comment le faire. Donc laisse-moi d'abord moi apprendre. Une fois que moi j'ai appris, promis, je t'apprendrai. Parce qu'il faut quand même faire les choses dans le bon ordre. Parce que même le parent peut être un mauvais formateur. Il peut transmettre du coup de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes, comme effectivement le principe du nounou. Combien de parents aujourd'hui, dès que l'enfant il pleure, tout de suite on lui donne. Parce qu'en fait, on pense que pleurer c'est mal. Et donc on va lui donner tout de suite le truc pour qu'il se calme. Alors qu'au contraire, pleurer c'est un message qu'il faut recevoir, qu'il faut comprendre, qu'il faut expliquer. Et on a trop peur de ça. Mais en général, on dit toujours à l'enfant arrête de pleurer, ou quand c'est un garçon, arrête de pleurer, t'es un garçon, t'es grand maintenant, ou quand c'est une fille, arrête de pleurer, t'es une princesse. C'est pas bien joli sûr. une princesse qui pleure, n'est-ce pas? Que, Vaut mieux les pas. larmes, on va dire les larmes ou pleurer est un besoin psychologique, Physiologique, neurologique, oui. physiologique, tout ce qu'on veut, parce que le corps a besoin de faire sortir cette décharge émotionnelle à travers les larmes. Oui. Si les larmes sont retenues par le corps, il peut y avoir d'autres dégâts. Absolument. Et j'irais même encore plus loin, juste que pour que vous le sachiez, les larmes, quand on pleure, ça produit de l'endorphine. Ça produit du plaisir. Donc aussi paradoxal que ça puisse être, un enfant qui pleure peut ressentir du plaisir. Alors qu'effectivement, de façon générale, quand on l'observe en train de pleurer, tout de suite dans notre tête, non, il est en train de souffrir, il a faim, il n'est pas Oui. bien. Mais je vous assure que des fois, comme il l'a dit effectivement mon collègue, la décharge émotionnelle par les larmes produit de l'endorphine. Exactement la même chose que la drogue. Vraiment, ça veut dire qu'effectivement, dans le cerveau, on va stimuler la même zone qui produit cette zone de plaisir-là. Donc, attention, des fois, laissez pleurer votre enfant parce que je vous assure qu'il est en train de prendre plaisir. D'accord, c'est noté. C'est noté. Et justement, donner l'exemple aux enfants, donner l'exemple, l'effet miroir avec nos enfants. Si nous, en tant qu'adultes, on passe notre temps sur notre smartphone à scroller toute la journée, ou maman, une minute, je suis sur mon téléphone, ou une minute, je regarde mon émission, ou autre chose, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur exemple, et on ne peut pas interdire à quelqu'un de faire quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler nous-mêmes. Effectivement, là on va revenir à un principe de base d'éducation, Oui. en tant que parent, c'est la cohérence. Parce qu'en fait, le jeune apprend par, on va dire, par tout ce qu'il voit, par exemple. Par imitation. Tous les exemples présents dans son environnement, c'est pour ça qu'on avait parlé au début de l'émission sur l'importance de l'environnement, du contexte dans lequel l'enfant utilise l'écran. Donc si moi, étant parent, en parenthèse, j'utilise le téléphone pendant les repas et je demande à mon enfant de ne pas l'utiliser, et là, C'est pas le meilleur des exemples. je suis en train de créer un fossé. C'est comme les parents qui fument et qui demandent à leur enfant de ne pas fumer. C'est incohérent. Et l'enfant a du mal à comprendre. Donc là, avant de vouloir inculquer certaines notions, il faut qu'on puisse être cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait en tant que Exactement. parent. Parce qu'on est le Exactement. premier exemple de notre enfant. Ils Absolument. veulent, quand ils sont jeunes, avant l'adolescence en tout cas, on est leur référence, n'est-ce pas? Absolument.
Absolument. L'enfant, en fait, qu'on le veuille ou pas, il a ce qu'on appelle une maturation cérébrale. Ça veut dire que de 0 jusqu'à ses 20-25 ans, il n'apprend que par imitation. Tout ce que je vois, c'est devenu ma référence à moi. Quand je vois papa faire ça, pour moi, c'est normal de faire ça. Quand je vois maman, etc., etc. Mais là où il faut, je pense, un peu tempérer dans le principe que c'est pas parce qu'effectivement le parent prend son téléphone qu'il faut se cacher un peu de son enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut expliquer aussi à l'enfant que papa, il a le droit de faire ça. C'est pas la même chose. Donc il faut aussi accepter le non. C'est-à-dire que l'enfant bien éduqué, il est capable d'accepter non, ça c'est pas pour toi, c'est pas le moment. Ou alors tu as dépassé ta limite, ou ça c'est pour les adultes, etc. Donc c'est pas pour autant que effectivement le parent, dès qu'il prend son téléphone, il dit non, non, il faut surtout pas que je le fasse, sinon il va faire comme moi. Je pense qu'il faut un juste milieu, dans le sens où oui, si par contre je reste 4 heures sur le téléphone comme ça, là c'est pas normal. Parce que là je dépasse quelque chose qui n'est pas normal. Donc effectivement, je vais transmettre un mauvais message. Mais si je travaille sur mon téléphone, je prends mon cas à moi, effectivement je travaille sur mon téléphone, donc j'en ai besoin, et si j'ai un enfant à côté de moi, il faut qu'il comprenne que je suis en train de travailler. Et c'est pas la même chose que papa qui utilise le téléphone pour jouer. Donc l'enfant doit comprendre les différences pour qu'on arrive quand même sur un cerveau assez équilibré. C'est pas tout blanc ou tout noir, sinon c'est un peu trop compliqué. Oui, c'est nuancé. Et justement, on va revenir à un récapitulatif sur on donne ou pas l'écran et à partir de quel âge et comment on accompagne. Justement, à partir de quel âge? On a dit 3 ans, on pouvait donner déjà l'écran, mais en accompagnant. Absolument. Tout était dans l'accompagnement et dans la façon dont on utilisait ces écrans-là. Donc, le rappel par rapport à tout cela. Ah, donc justement, concernant l'âge d'utilisation de l'écran, à partir de 3 ans, oui, mais comme Anis l'a très bien expliqué, c'est que cela doit se faire d'une manière bien précise, avec l'accompagnement, et pourquoi pas, entre parenthèses, avoir des activités écran, réalité, si j'ose dire, dans le sens où on peut avoir des activités, par exemple, apprendre à suivre une recette, par exemple, il va regarder la vidéo, suivre des étapes, les réaliser réellement, voir que créer une passerelle entre le virtuel et la réalité, par exemple. Donc sinon, pour les adolescents, donc c'est surtout la question, les adolescents, et surtout pendant les vacances, parce que c'est là où l'utilisation explose et c'est pas toujours évident de contrôler. Donc on l'a bien dit au début, c'est que l'utilisation des écrans est indispensable parfois, mais cela dépend de la manière comment on va les utiliser. Donc là, par exemple, pendant les vacances, les adolescents peuvent utiliser les écrans parce qu'ils sont présents, mais cela doit se faire avec la bienveillance des parents, dans le sens où les parents doivent d'une manière ou d'une autre s'organiser, trouver un moyen d'occuper les enfants d'une manière différente que uniquement utiliser les écrans. Ils peuvent faire des formations. Par exemple, je peux utiliser l'écran pour faire une petite formation en ligne, apprendre quelque chose. Donc là, ils vont avoir de longues périodes de vacances. Ils peuvent avoir des moments où ils peuvent apprendre plein de choses à travers l'écran. Prendre des cours, oui. Oui, par exemple, à inculquer le principe des cours en ligne, même pour les jeunes, ils peuvent apprendre. Donc cela veut dire qu'il va savoir, entre parenthèses, il peut utiliser l'écran pour, entre parenthèses, le plaisir de s'amuser, mais aussi ça peut construire son avenir. Et c'est la chose primordiale, je pense que tous les parents sont d'accord par rapport à ça. Absolument. Exactement. Ouais, absolument. Moi, franchement, pour résumer, ça serait ça. Moi, je dirais ça en 3 points. Le premier point, effectivement, c'est de dire que par rapport à l'âge, aujourd'hui, même scientifiquement, on n'a pas encore un âge bien défini. Quand je parle de 3 ans, je parle vraiment de la toute petite utilisation. C'est vraiment le début de l'utilisation. Parce qu'il y a d'autres chercheurs qui vous diront pas avant 10 ans. Pas avant 8 ans. Donc c'est pour ça qu'on est encore sur une espèce de débat là-dessus, mais il faut juste respecter l'enfant dans le sens où aujourd'hui, je préfère lui apprendre à utiliser 30 minutes par exemple de tablette par chaque 2 jours ou chaque 3 jours pour apprendre des choses, plutôt qu'effectivement le laisser devant l'écran sans limite. Donc effectivement par rapport à l'âge, c'est progressivement. Chaque année, on augmente le dosage et on augmente la quantité. Deuxième élément, ce qu'on appelle le renforcement positif. Ça c'est très important que les parents le comprennent, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que si jamais l'enfant a le droit de jouer avec le téléphone ou la télévision, il faut qu'il y ait cette notion de c'est une récompense un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas forcément offert comme ça. C'est parce que j'ai bien fait quelque chose à côté que en fait ça me donne le droit de faire ça. Et ça va encourager un peu le cerveau de l'enfant à comprendre que finalement aller faire la télévision ou jouer à un jeu vidéo, c'est ma récompense. Donc ça va quand même stimuler sa partie plaisir d'une bonne façon. Et le troisième élément qui est très important, c'est l'équilibre plaisir. Jamais vous ne laissez votre enfant prendre plaisir en utilisant la tablette, la télévision, sans jamais développer chez lui une autre activité plaisir. Obligatoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites, bah, moi mon enfant, il n'y a que ça qui lui fait plaisir, dans ce cas-là, il ne faut pas lui donner. Tant que vous n'avez pas développé une autre activité qui n'a rien à voir avec l'écran, vous ne lui donnez pas. Parce que si vous êtes dépendant que de ça pour avoir ces fameuses quantités de plaisir journaliers, en fait vous allez créer une dépendance. Donc trouvez toujours une autre activité, sport ou des choses comme ça, pour que là justement ça s'équilibre. Sinon effectivement on ne donne pas cette dépendance-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où il faut éviter de donner la tablette, le téléphone ou la télé tout simplement? Bien sûr. Oui, le matin et le soir surtout beaucoup plus.
Parce que c'est là où le cerveau est le plus vulnérable, dans le sens où le soir, il y a l'histoire de, entre parenthèses, la mélatonine. Mélatonine, oui. Oui, qui est très importante parce que l'écran et la lumière bleue va stopper la sécrétion de la mélatonine qui va créer un très grand souci de sommeil. Le deuxième point, c'est que la surstimulation du cerveau le matin et même le soir avant de dormir va créer des soucis d'attention et de régularisation émotionnelle. Parce qu'en fait, c'est le cortex préfrontal qui est en parenthèse stimulé, Oui. qui est responsable des relations et des interactions et la gestion émotionnelle. Donc là, oui, il y a des moments où il faut éviter les écrans, c'est avant de dormir et beaucoup plus le matin. Et au moment de manger aussi. Bah, avant de manger, effectivement, c'est Voilà. super important parce que c'est pareil, on est en train de faire de la dispersion d'attention. Oui. C'est-à-dire que l'enfant mange et qu'il regarde. Donc en fait, même la façon dont il mange, ça ne va pas forcément fonctionner. Même sa digestion va être potentiellement altérée. Mais je rejoins parfaitement mon collègue, surtout effectivement le matin et le soir, parce que le soir, le cerveau, effectivement, il est censé avoir extinction des feux. Parce qu'à chaque fois qu'il voit une lumière, il reçoit une alerte en lui disant bah, écoute, tant qu'il y a de la lumière, c'est qu'il y a du soleil. Donc Ah. il ne faut pas dormir. Donc je ne vais pas te donner trop de mélatonine pour dormir parce que je vois bien qu'il y a de la lumière. Alors qu'on pense l'inverse. On se dit non, je vais me fatiguer les yeux pour dormir. En fait, non, ça ne fatigue pas les yeux. Vous êtes en train de forcer votre cerveau à retenir un rythme qui n'est pas bon pour lui. Et le sommeil est ultra important, donc effectivement, surtout le matin et le soir. Et surtout chez les plus jeunes, le sommeil est très, très Bien important. sûr. Alors, jusqu'à l'âge adulte, hein. Même 60 pour ans, les ça reste adultes. très important, très clairement, mais effectivement, ouais, surtout pour les jeunes, encore plus. Merci à toi Anis Reres. Alors plaisir. tu es docteur en psychologie clinique et cognitive. Merci pour ta participation aujourd'hui. Plaisir. Et merci à vous aussi, Monsieur Yeltsin Chikchek, vous êtes docteur en orthophonie, neurosciences et neurosciences cognitives. Merci pour Je votre vous participation. remercie. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.